Alors, notre premier conférencier cet après-midi est Jean Ouellette, matricis. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre. En fait, les présentations ce matin étaient vraiment intéressantes. J'ai une invitation de Jean-François parce qu'on avait, avec Matricis, on avait un projet avec Engage, justement, pour exploiter les données. On a fait un projet avec l'ETS pour pouvoir faire de la prédiction dans les systèmes HVAC. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dans comment, disons, si on fait un projet pour faire de la détection d'anomalies ou l'usure de l'équipement, on va voir un peu dans quoi on s'embarque et à quoi ça consiste. Donc, moi, j'ai un bac en mathématiques puis une maîtrise en sciences appliquées. J'ai travaillé, fait 12 ans de modèles physiques. Maintenant, je suis plus dans les modèles stochastiques. Donc, j'ai une formation depuis dans le domaine OT, donc industriel et IT au niveau de la technologie d'information. Spécialiste en intégration des données et des systèmes. Puis, on a une solution de maintenance prédictive qu'on offre chez Matricis. On a parlé ce matin justement de la révolution industrielle. On parle au début des machines à vapeur. Ensuite, on est allé sur les machines électrifiées. On est allé ensuite vers ce qu'on appelle l'automatisation et l'électronique. Maintenant, on est plus dans l'avènement des données. Donc, comment on peut profiter de ces données-là pour aller encore un peu plus loin, puis s'assurer qu'on va avoir une amélioration au niveau de l'efficacité, favoriser l'innovation, on l'a vu ce matin au niveau de la présentation de M. Constantino, puis augmenter évidemment l'agilité. Comment on arrive à faire ça? Bien, évidemment, c'est l'exploitation des données. Donc, on a beaucoup de données, mais il faut être en mesure de l'extirper de nos équipements, donc avoir une instrumentation appropriée, avoir des capteurs appropriés pour avoir cette information-là. Donc, de plus en plus, on va avoir de compagnies qui vont mettre en place justement un paquet de senseurs. On la voit aujourd'hui au niveau de la domotique, qu'on voit dans les maisons de plus en plus au niveau des bâtiments, pour justement être en mesure de dire, bien, je vais allumer les lumières quand est-ce que je vais avoir du monde quand je sais quand est-ce que le monde va arriver ou partir, sans avoir des timers que je préprogramme, et ainsi de suite. Donc, comment on va arriver à faire ça dans un contexte où est-ce que on veut prédire des anomalies sur des équipements, sur des pièces. Donc, si on veut faire établir des objectifs reliés à faire de la modélisation pour la détection d'anomalies, bien, qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'objectifs, comme je mentionnais? Donc, on veut détecter des anomalies, on veut, par exemple, savoir quand est-ce que mon équipement ou ma pièce est en fin de vie, puis on veut faire ou prédire des défaillances. Il peut y avoir des arrêts de production, ça peut être important au niveau des pertes. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau de l'amélioration au niveau opérationnel, bien, il faut avoir une compréhension de la provenance des anomalies. Donc, il y a des outils qui nous permettent de faire ça, puis à aider justement à être proactif, puis à faire les actions appropriées pour ces anomalies-là. Donc, quand on se lance dans un projet de faire de l'analytique avancée, bon, il y a un certain nombre d'étapes à observer. Donc, il y a la compréhension du domaine, il y a la compréhension des données, l'exploration des données qu'on fait en premier lieu. Ensuite, on tombe plus dans, bon, on a une bonne compréhension, on connaît l'objectif, on sait qu'est-ce qu'on veut atteindre. Maintenant, on récupère les données. Les données ne sont jamais parfaites, donc il faut les nettoyer. C'est important. Il faut peut-être les intégrer aussi parce que ça peut provenir de différents types de systèmes. Une fois qu'on a cette information-là, on va passer à l'étape de plus dire, bien, c'est quoi mes paramètres qui vont être vraiment utiles pour bâtir mes données, pour vers mes modèles, les tester. Puis une fois qu'on a ça, bien, on va les optimiser, puis on va le voir un peu plus tard, bien, c'est en fonction de quoi. Donc, j'ai des fonctions de coût peut-être à mettre en place, donc le modèle va probablement être dépendant de la fonction de coût que je vais mettre en place. Ensuite, une fois qu'on est content, qu'on a un bon modèle, un modèle, ça ne sert pas à grand-chose s'il reste sur notre ordinateur. Il faut être en mesure d'automatiser la collection des données, d'opérationnaliser justement ce modèle-là, l'avoir en production, pour ensuite avoir une acceptance au niveau du client, puis après ça, de le mettre en production. Donc, c'est un peu ça qu'on va couvrir. Donc, ça commence avec j'ai un équipement donné, parce que ça varie, j'ai différentes industries, j'ai différentes réalités. Dans un contexte comme ça, on peut commencer à dire, bon, ben, j'ai un système en batch, donc je produis un bien
qui est toujours la même chose, mais qui est en batch. Okay? Un peu comme on va produire des biscuits ou je vais produire des lingots d'aluminium, peu importe le domaine. Il y a beaucoup même dans le pharmaceutique, donc il y a beaucoup disons, de spécificité quand on traite des traitements en batch ou des traitements en continu. Donc aujourd'hui, on va plus regarder le traitement en batch puis à quoi ça consiste. Donc une fois que j'ai mes capteurs, que j'ai l'information que j'ai de besoin pour pouvoir faire ma prédiction, parce que ça dépend de ce qu'on essaie de faire. Hein. Je veux prédire une certaine défaillance sur un équipement, donc que je connaisse mon anomalie, puis qu'après ça, que je mette les bons capteurs à la bonne place. Une fois que ça c'est fait, bien, une des choses qui consiste à faire, c'est de dire, bien, mes données, même si j'ai des capteurs, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est des emmagasiner. Donc, je vais utiliser des systèmes dans un contexte comme ici. J'ai un système qui s'appelle le système PI d'OSI Soft, qui est un historien. Cet historien-là, c'est un des historiens qui est plus utilisé dans le monde. En fait, on a fait un projet avec une compagnie qui s'appelle Alcoa, producteur d'aluminium, où eux ont fait un projet de smart manufacturing, puis ont installé ce système-là à grandeur des usines pour avoir ce qu'on appelle une couche d'abstraction au niveau des données. Donc, tout les PLC, tout ce qui est d'équipement passe par cet historien-là. Cet historien-là a une particularité, évidemment, d'archiver en temps réel les données, de définir une structure aussi de mon équipement. Donc, mon équipement peut avoir plusieurs capteurs, peut avoir certains attributs manufacturiers, l'année de production, ainsi de suite. Ensuite, si je veux faire le traitement en batch, bien, je dois utiliser aussi ce que j'appelle, dans le contexte d'un système PI, d'avoir un PI Event Frame. Donc, c'est là-dedans que je vais définir mes batchs, puis je vais définir des attributs à mes batchs. C'est quoi l'usure actuelle de mon équipement, ainsi de suite. Une fois que je vais avoir historisé les données, okay, une fois que je vais avoir cette information-là, puis on parle d'historiser pas 2 mois, 4 mois, 2 ans, ça peut être 10 ans. Okay? Donc, ça dépend évidemment de l'information que j'ai. Puis cette information-là, je l'ai dans plusieurs usines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'être en mesure de prendre toute cette information-là puis de bâtir des modèles. Donc, pour arriver à bâtir des modèles, bien, je vais avoir à définir des objectifs au niveau des modèles. Par exemple, de trouver des patrons, des patterns, okay, qui vont me permettre justement de réagir en fonction de ce que mon modèle va me donner. Puis ça, évidemment, en essayant d'éviter de faire de la programmation explicitement. Puis quand on parle de données, bien, on parle de bâtir des modèles sur des données qui sont observées. Puis je fais une distinction entre des modèles qui sont basés sur la théorie des équations. Okay? Donc, on va utiliser l'écoulement du fluide, on va utiliser des équations comme Navier-Stokes ou en transfert de chaleur pour déterminer l'haussement d'une température dans un bloc, par exemple, d'aluminium ou quoi que ce soit. Mais là, on ne parle pas de cette facette-là qui est plus pour faire de l'optimisation de procédés ou autre. Mais là, on parle plus de la détection d'anomalies, la détection, pas de détection, mais pouvoir qualifier l'usure d'un équipement, ainsi de suite. Donc, pour arriver à faire ça, il y a différents types de façons. On peut y arriver par les modèles de classification. Donc, qui permettent de dire, bien, est-ce que je dois remplacer, je ne dois pas remplacer. Je définis une certaine frontière pour dire que c'est quoi mon seuil en tant que tel. Il peut être simple, il peut être un peu plus compliqué à établir. Dans un contexte comme ça, on peut parler que j'ai juste deux variables. On peut se retrouver une situation qu'on peut avoir une centaine de variables. On va utiliser des techniques de moindre carré partiel, par exemple, ou d'analyse de composantes principales pour diminuer le nombre de variables, pour avoir des modèles un peu plus faciles à manipuler, ou utiliser des modèles qui sont capables de quand même prendre en compte ce nombre de variables-là, qui peut être de l'ordre d'une centaine. On va avoir des méthodes de régression pour faire, dans un contexte plus simple, une régression linéaire, mais on peut être dans des régressions un peu plus compliquées, des B-splines ou polynomiales ou autres, indépendamment de ce qu'on veut obtenir en termes de précision. On va avoir des techniques de détection d'anomalies, utiliser par exemple des variables mobiles pour arriver à faire une détection parmi mon opération, pour pouvoir avoir une notification par rapport à ça. Puis, on utilise des modèles de clustering, donc je vais essayer de faire des regroupements. Puis, si je suis à l'extérieur de ces regroupements-là, bien là, je vais pouvoir, encore une fois, être en mesure de dire, bien, j'ai une problématique, puis je vais pouvoir agir par rapport à cette situation-là. Quand on parle de batch, évidemment, qu'est-ce qui arrive, c'est que
j'aimerais ça que ça soit très précis, donc ça dure 1 heure, mais c'est jamais 1 heure, par exemple. C'est peut être 59 minutes, ça peut être 58 minutes, ça peut être 1h02, 1h03. Et quand on veut comparer une batch à une autre, bien, il faut faire ce qu'on appelle un alignement, puis il y a des techniques pour arriver à faire ça. Puis c'est là qu'on est capable de faire sortir par une des batches quelque chose qui est un peu à l'extérieur. Fait que là, encore une fois, on peut agir, réagir en fonction de ça. Une des problématiques qu'on retrouve aussi, c'est que dans un contexte, on peut avoir, ça c'est très, très normal, c'est qu'il y a plus de données d'opération normale que de données qu'on a dans un contexte d'opération où est-ce que c'est des anomalies ou des défects qui se passent sur les équipements en tant que tels. Okay? Donc, il y a des techniques qu'on appelle SMOTE, qui est le Synthetic Minority Oversampling Technique. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'augmenter des nouvelles données, que je vais appeler synthétiques. Puis dans un contexte comme ça, bien, on est capable d'augmenter justement ce nombre de données-là pour avoir des modèles un peu plus représentatifs. Ça, c'est des techniques qui existent, puis des recherches qui ont été effectuées, puis qui permettent d'arriver à faire cette chose-là, ce genre de truc-là, pour justement avoir des modèles un peu plus précis. Une des facettes aussi, quand on travaille, par exemple, avec des données batch ou non batch, c'est qu'il y a la notion aussi de dire, bien, je dois trouver des techniques, des calculs pour faire de l'agrégation de données. Donc, je vais utiliser des moyennes, des écart-types, ainsi de suite. Puis, si je vais aller un peu plus loin et avoir des tendances au niveau de mes batchs, bien là, je vais utiliser des moyennes mobiles parce que je travaille, par exemple, au niveau des équations, pas des équations, mais en fonction du temps, donc des time series, pour arriver à être en mesure d'avoir des calculs qui sont sur à court terme ou à long terme, 50 batchs à court terme, 500 batchs à long terme, pour avoir des calculs qui me permettent justement, encore une fois, d'établir des modèles appropriés par rapport à ce que je veux prédire, que je veux détecter en tant que tel, que je veux classifier. Maintenant, on a tout ça, on comprend cette théorie-là, ça va bien. Maintenant, si on veut faire un projet, il y a une question de gouvernance au niveau des données. Bien, je prends mes données, c'est sûr, j'ai des données qui sont brutes, que je dois transformer. Donc, ça me prend une infrastructure qui me permet de dire, bien, je prends mes données brutes, je les transforme. Je vais aller, j'ai une zone de transformation, j'ai une zone de travail qui va m'amener avec un certain nombre de datasets pour pouvoir faire certaines manipulations, commencer à travailler, faire des sous-ensembles, bâtir des modèles, pour en arriver à bâtir ce que je vais appeler une zone qui est une zone gold, qui me dit, bon, mes modèles que je vais utiliser pour faire mes détections, mes prédictions ou autres, vont être basés sur cette zone-là. Donc, je vais avoir besoin par la suite des outils d'analyse. Donc, je vais prendre des outils d'analyse qui me permettent de me connecter sur ces données-là pour que les personnes qui sont au business, au niveau support ou autre, vont être en mesure d'avoir cette information-là puis prendre des décisions. C'est très important. Bâtir les modèles. Analyser est-ce que les modèles donnent des bonnes prédictions? Est-ce que j'ai cette information-là? Est-ce que je dois réentraîner les modèles parce que j'ai une mauvaise prédiction ou je commence à dévier de ce que je serais supposé d'avoir? Dans tout ce contexte-là, il y a une zone qui est documentation. C'est sûr qu'il faut documenter qu'est-ce qu'on fait. Bien, conserver le code source, tout ce qui est d'archiver, ce qu'on a fait dans le passé. Puis en parlant d'archivage, une zone que j'ai oubliée, c'est que les données, ça s'accumule vite. Hein? Fait que, il faut avoir une façon d'archiver les données pour être en mesure d'y arriver. Donc, il y a des politiques à mettre en place pour ça. Puis, évidemment, il y a une gouvernance qui pourrait être aussi à mettre en place. Qui a le droit de voir les données? Est-ce que je dois anonymiser certaines données? C'est toutes des choses qu'on doit prendre en considération. Maintenant, si on veut on a fait les modèles, toutes ces choses-là, il faut l'opérationnaliser. Donc, quand on parle d'opérationnaliser, on va parler, par exemple, de ce qu'on appelle une architecture, ce qu'on appelle lambda, là, qui est pour justement pouvoir gérer des données massives qui sont soit avec la notion de traiter des données en batch ou des données en temps réel ou quasi réel. Dans un contexte ici, c'est un projet qu'on a fait avec le système Pi, où est-ce qu'on a ramené les données d'une seule shot, si on veut, avec utilisant des outils comme Pi Integrator. Puis on envoie ça dans un environnement infonuagique. On utilise des technologies de background de Microsoft. On a mentionné aujourd'hui que Microsoft, oui,
il s'intéresse beaucoup à ce domaine-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces données-là, puis de montrer aussi que ces données-là vont m'amener une valeur. Puis quand même, m'amener une valeur, bien, c'est en utilisant des outils d'analyse, que je veux faire une analyse de données. Puis après ça, prendre les actions requises. Quand on parle de prendre les actions requises, OK, bien, c'est important que le système que je mets en place, que je dois recommuniquer avec mon système de base, que je dois l'informer de certaines choses pour que ce système-là qui est déjà en place, qui a déjà le système de notification, est en mesure de le faire. Donc, il va notifier un utilisateur qu'une problématique est enclenchée. Une fois que j'ai mis ça en place, bien là, je suis en mesure de donner un tableau de bord pour être certain que les gens vont réagir par rapport à l'information. Donc, vous avez à gauche une matrice qu'on appelle de confusion. Donc, vous avez en vert puis en bleu, donc, c'est de dire, bien, mon équipement est normal ou mon équipement est usé. Est-ce que je peux prédire de le remplacer ou je peux le prédire de ne pas le remplacer? Puis ce que vous avez en pourcentage, bien, c'est de dire, bien, est-ce que j'ai fait une bonne prédiction ou une mauvaise prédiction, dépendamment du cas. Vous définissez une barrière de décision. Puis là, c'est là que vous dites, bien, en bas, dans cette situation-ci, c'est que je suis très confiant que je dois garder l'équipement ou je suis très confiant que je dois remplacer l'équipement. Mais ça peut arriver que je fais des mauvaises prédictions. Quand je dévie d'une façon significative, et là, je peux réentraîner le modèle pour avoir des meilleures prédictions. Donc ça, c'est important que ça, c'est je vais dire, le résultat d'avoir implémenté tout ça, puis d'avoir ça en production, puis qui est accessible justement à la business. Quand on arrive à faire des modèles, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est pour qui qu'on fait ça. Ça peut être du côté des opérations ou ça peut être du côté de la maintenance. Dépendamment pour qui, ce n'est pas les mêmes modèles. Donc, il faut avoir une bonne définition de ce qu'on veut, obtenir. Donc, dans un contexte d'opération, fait qu'on va utiliser des classifications basées, par exemple, sur des agrégations de données, ou au niveau de maintenance, bien, on va faire peut-être des analyses de moindre carré partiel ou d'analyse de composantes, ce genre de technique-là pour aller un peu plus loin puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Un des aspects importants, c'est qu'on ne fait pas ça pour rien. On fait ça parce qu'on va réduire nos coûts. C'est très important. On va être plus agile, on va être plus efficace. On va augmenter notre valeur. Bien, cette information-là de fonction de coût, elle est hyper importante de définir parce que c'est ça qu'on va suivre. C'est ça qui va justifier ou pas qu'on va faire un projet ou pas. Ça, c'est vraiment important. Puis une fois qu'on a défini la fonction de coût, un des défis, c'est justement d'être en mesure de sélectionner le bon modèle en fonction du modèle de coût et de l'optimiser en conséquence. Donc, les défis qu'on rencontre par rapport à faire ce genre de projet-là au niveau de l'analyse avancée, donc on va s'assurer d'avoir la bonne façon d'avoir des données de qualité, donc on va avoir du nettoyage à faire, puis ça c'est un défi parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ce concept-là. On peut avoir besoin d'ajouter d'autres capteurs aussi, parce qu'on a peut-être de l'information qui nous manque, et on n'est pas en mesure de faire une bonne prédiction. Tout ce qui est la notion de préparer les bonnes variables pour les bons modèles, ça peut être un défi dans des cas, puis ça peut être assez complexe. Donc, ça demande des personnes qui ont qualifié pour y arriver. Ce que je mentionnais aussi, c'est le côté du fait qu'on a moins de données dans un cas où est-ce qu'il y a des défaillances que des cas normaux. Donc, ça, c'est un contexte qu'il faut regarder, puis c'est pas nécessairement simple. L'interprétation des modèles aussi, c'est important. Donc, comment on y arrive? Quelle personne qui est capable en mesure de faire ça. Puis l'optimisation, comme je mentionnais, des modèles en fonction du modèle, parce que ça peut être un autre modèle qui fait plus la job qu'un autre, pour la fonction de coût. Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec M. François Beaubien, avec moi-même, tel qu'il est indiqué à l'écran. Vous avez également sur l'écran différentes références où est-ce que vous pouvez aller chercher de plus amples informations. Encore une fois, merci encore d'être venu en si grand nombre et d'avoir assisté à ma présentation.